Donc, bonjour à tous déjà. Je suis Nathaniel Richand, je travaille pour la société Xebia, en petit nom en bas. Et je suis principalement développeur Java. Et j'interviens donc dans mes missions pour faire du développement et aussi pour faire pas mal de coaching sur l'agilité et sur l'industrialisation des développements et aussi sur de la formation autour de ces domaines-là. Donc, un petit passage sponsor. Et donc voilà, donc je vais vous donner en gros ce dont quoi on va parler. Comme ça, si jamais il y en a qui ça leur convient pas, ils auront le loisir de s'enfuir en vitesse. Donc aujourd'hui, je vais parler surtout de tests. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va être principalement tourné autour de tests unitaires, un peu de tests d'intégration, beaucoup de méthodes de refactor de tests. On va parler surtout donc de patterns, on va parler beaucoup de lisibilité de tests, de fragilité des tests. On va parler un petit peu d'outils. Au final, ça va pas être ça le gros de la presse. On va voir un peu des outils, mais ça va pas être centré sur ça. L'agilité, c'est pas forcément que des outils, c'est aussi une manière de faire. Et les exemples vont être en Java, mais vu qu'on va pas forcément s'axer énormément sur les outils, si vous faites moins de Java, vous n'allez pas être traumatisé. Mais donc voilà, le public, c'est que vous ayez fait du développement, des tests, et donc là aujourd'hui, ça va être de voir comment on fait ça bien. Donc si si vous vous sentez pas dans ces thématiques-là, j'ai pas fermé la porte à clé, hein, mais je vous le garde avec plaisir. Juste pour faire un petit sondage dans la salle, qui est développeur? À peu près tout le monde. D'accord. Bon ben. Vous êtes au bon endroit. Donc, pour commencer déjà, alors, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas forcément obligé de me croire sur tout. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi sur tous les aspects. Une des choses importantes, c'est quand on développe, quand on teste, un peu surtout, c'est de rester pragmatique surtout, et donc de faire attention à ce que l'on fait, de le faire par rapport à un contexte. C'est-à-dire que si on développe pour un site, sur un site web grand public qui doit réaliser toutes les semaines, l'attente en termes de tests va être différente que si on livre un logiciel embarqué pour une centrale nucléaire. Donc il faut bien faire attention à ces aspects-là. Et donc ce que je vais vous donner comme exemple, ça va être dans un contexte qui ne sera pas forcément le même que celui sur lequel vous travaillez. Donc vous prenez ce qui est adaptable dans votre contexte, vous prenez ce qui est bon. Et donc l'exemple typique, c'est, je ne sais pas si vous testez systématiquement les messages qui sont contenus dans les exceptions qui sont envoyées. Je ne sais pas si qui le fait systématiquement. Hein. Il y en a un tout petit peu, et encore moins systématiquement. En fait, je l'ai jamais vu. Je l'ai vu dans des exemples, je l'ai vu sur des blogs, dans des livres, mais j'ai jamais vu. Est-ce qu'il y en a qui testent les messages dans les logs? Donc en fait, c'est une fonctionnalité qui potentiellement est très importante en fonction des domaines. Ça va être la fonctionnalité qui va permettre de faire de l'audit, etc. Et si vous la testez, ça a un coût qui est pas négligeable et en termes de développement et en termes de maintenance. Ça dépendra du coup de votre contexte. En fonction de votre contexte, vous aurez besoin de tester plus ou moins de choses et à une finesse qui est plus ou moins grande. Et forcément, ça aura un coût sur le développement, mais aussi en termes de maintenance. Donc, c'est chaque fois faire attention à votre contexte par rapport à ça. Donc, ceci étant dit, hein. Alors moi, j'aime beaucoup TDD. Ça fait un moment que j'utilise et que je pratique le plus possible. Et je travaillais aussi avec des équipes qui faisaient pas mal de tests, d'autres qui en faisaient très peu. Et j'ai vu que quand je développe avec des tests, ça m'apporte énormément de choses, notamment en fait j'ai un feedback qui est assez immédiat, assez rapide, et j'aime beaucoup ça parce que du coup je me rends compte assez rapidement quand je fais des erreurs. Et au final, je me rends compte que quand je fais du TDD, je vais beaucoup plus vite que quand j'en fais pas. Et le fait d'avoir ce feedback tôt sur du court terme, moyen terme, ça m'apporte beaucoup de choses. L'autre avantage, c'est que sur la partie de non-régression aussi, quand on a une application qui a une couverture de test qui est correcte, on est relativement serein, on a une ceinture de sécurité qui est relativement bonne. Quand on n'a pas beaucoup de tests, en contrepartie, c'est beaucoup plus difficile. Par contre, ce que je me suis aperçu aussi avec le temps, c'est que il y a certains tests qui visent pas forcément très bien. Donc au final, des fois,
des fois on se rend compte qu'il y a des tests qui ont du mal à évoluer. Les 3 symptômes, le premier symptôme c'est les asserts qui disparaissent. C'est-à-dire qu'au final, on garde les tests, mais soit on met en commentaire ou on supprime les asserts parce qu'on n'arrive pas trop bien à valider. L'autre symptôme, c'est il y a le arrobas test en haut qui disparaît aussi parce que ça devient, on se dit on réparera plus tard. Pour l'instant, mon test il casse, mais je sais pas trop bien le faire. Et puis quand on navigue dans le code, on voit qu'il y a plein de tests qui sont commentés. Ou alors carrément c'est tout le test qui est mis en commentaire. Donc là sur le projet sur lequel j'interviens, j'en ai vu beaucoup de tests où on fait tiens il y a du test, mais au final toute la classe est commentée. Donc je sais pas si c'est des symptômes que vous avez déjà rencontrés. Est-ce que ça parle à certains d'entre vous? Vous levez la main ceux qui ont déjà vu fréquemment ce genre de choses-là. Donc voilà, ça c'est typique des tests qui ont eu du mal à vieillir. Et donc du coup le développeur, quand il a changé la fonctionnalité, quand il est revenu dessus, il s'est dit au final mon test je l'aime pas suffisamment au point de passer du temps à le maintenir, ou j'y reviendrai plus tard parce que là c'est trop compliqué. Donc un exemple très simple. Quoi très simple? Au contraire. Hop là, je sais pas si je vais arriver à récupérer le focus. Je sais pas si vous... Hop là. Je fais une résolution un peu acrobatique. Bon, je voulais vous montrer justement un exemple d'une classe sur laquelle j'ai découvert ça juste cette semaine sur un projet sur lequel j'interviens. Et justement, donc ce qu'on voit typiquement, c'est j'étais content, j'avais un gros test et je vois le test est en commentaire. Et quand je navigue dans mon test, je me rends compte que ça me paraît plutôt normal que le test soit en commentaire parce qu'il est tout simplement imbitable en fait. Et dans toute la classe, on voit des choses comme ça. Donc il y a trois tests, mais j'arrive pas du tout à savoir qu'est-ce qui est testé à l'intérieur, même s'il y a des commentaires. Et surtout, en fait, ce test-là, il est trop fragile. Il appelle des milliards de choses, il teste des milliards de choses, et au final, on voit bien que si le test il a disparu, c'est bien qu'il y a une raison, c'est que au final, le test, il a mal survécu aux évolutions de l'application. Donc ça, c'est classique. Et puis moi, ce test-là, en fait, je pense pas le remettre en route. Je pense que je vais plutôt le supprimer à l'occasion. Le coût est trop important. Hop là, alors est-ce que j'arrive à reswitcher sur la présente. Donc voilà, le constat c'est que pour moi le TDD c'est du tout bon. Le seul problème c'est qu'avec le temps, donc j'ai dit TDD mais c'est tous les projets qui contiennent une quantité de tests suffisante, ça peut devenir aussi potentiellement un handicap. C'est-à-dire que ça peut devenir un frein, c'est-à-dire que le fait de corriger, de refactorer du code, ça va aussi nous introduire beaucoup de temps pour refactorer nos tests. Et surtout, donc, c'est d'arriver à comprendre ce qui avait été fait, d'arriver à respecter donc ce premier test pour le mettre à jour. Et potentiellement même ça peut arriver de dire j'ai envie de refactorer mon code. Et curieusement, normalement, les tests sont là censés pour m'aider justement à faire tout ce travail de refactoring. Mais à l'inverse, ça va introduire la rigidité parce que le fait de devoir bouger à la fois la classe de test en plus de la classe principale qui est le système à tester, ça va devenir encore plus compliqué quand on a deux fois ce travail à effectuer. Donc du coup, ce que je vous dis, c'est pas d'arrêter de faire du TDD, d'arrêter de faire du test. Au contraire, et ça va être le but de cette présentation, c'est de voir quelques méthodes concrètes pour améliorer ça. Donc les deux axes sur lesquels on va s'appuyer, donc ça va être sur améliorer la lisibilité de nos tests, et le deuxième axe, ça va être diminuer la fragilité de nos tests. Donc on verra que les deux sont assez intimement liés. Donc améliorer la lisibilité. Donc ça va être un ensemble de types. Donc une action qui est très simple à faire, c'est d'expliquer concrètement ce que l'on cherche à faire. Donc je sais pas si vous avez l'habitude d'utiliser comme c'est souvent une convention qu'on a tirée de JUnit, de JUnit 3, c'est-à-dire qu'on va préfixer notre test par test. On va mettre le nom de la méthode qu'on veut tester, et soit on va tout mettre dedans, soit on va découper en mettant un chiffre derrière. Donc c'est pas terrible. Ce qui est pas terrible, c'est que concrètement, ce qui différencie mes 4 tests, j'ai du mal à le voir, même s'il y a un commentaire au-dessus. Les commentaires, en général, je leur fais très peu confiance parce que les commentaires, ils vieillissent mal, surtout dans les tests.
Surtout, ça peut être aussi tentant pour un développeur de faire du coup des tests fourre-tout, c'est-à-dire qu'il y en a un premier test qui existe, je pense à un nouveau cas, je vais l'insérer un peu au milieu dedans, puis petit à petit en fait notre test ça va devenir un agrégat de tout un ensemble de choses. Et du coup l'idée que je préfère moi c'est d'expliquer concrètement. Donc on va avoir des noms de méthodes qui vont être très longs. Ça me choque pas, ça me dérange pas dans l'idée que les méthodes de test sont appelées par personne, hormis par les runners JUnit, TestNG sur Fire. Et donc ça m'embête pas d'avoir des noms de méthodes qui sont très gros. Et du coup ça va nous donner une espèce de spécification côté code en fait. Ça va nous spécifier ce que le développeur entendait quand il a développé son code. Et l'idée qu'il y a derrière, c'est de dire chaque test va porter sur une intention, c'est-à-dire qu'on fait pas un test juste pour tester, en fait, c'est juste pas pour améliorer la couverture de code. On fait un test pour tester un comportement. Et surtout, en fait, donc du coup, notre classe, ça va nous aider à faire de l'objet dans le sens où on va pas tester un ensemble de méthodes, on va tester un ensemble de comportements. Et le fait d'arriver sur notre classe de test, ça va nous permettre de bien comprendre l'ensemble des comportements qui sont reflétés dans cette classe-là. Je sais pas si est-ce qu'il y en a qui ont l'habitude de faire ce genre de choses, de préfixer par test et de mettre le nom de la méthode. Est-ce que c'est une habitude ou pas? Il y en a dans la salle? Pas beaucoup, c'est bien. Parce que je l'ai vu souvent. Une deuxième idée, c'est de ne pas masquer les informations inutiles. Alors ça, c'est un test que j'ai découvert récemment. Donc je l'ai un tout petit peu simplifié, mais en gros, c'était ça l'idée. Et alors ce qui m'a gêné, c'est de voir arriver dans le code Kerviel. Donc ce qui m'a dérangé, c'est pas de voir Jérôme Kerviel arriver, c'est surtout que en fait je l'ai pas vu arriver. Hein. C'est-à-dire que quand j'ai regardé mon test, hein, c'est le pattern invité mystère. Hein. C'est-à-dire que dans mon test, au final, quand j'initialise tous mes objets, etc. Et à la fin, je me retrouve à tester que j'ai bien dans ma liste de brokers ici Kerviel. Quand je vois ça, je fais d'où ça vient. Donc en fait, c'est un des problèmes qu'on a assez de manière récurrente quand on utilise DBUnit. Je sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui utilisent DBUnit ou Unitils. Ouais, certains. Et c'est que il y a beaucoup d'informations, donc c'est un des problèmes. Alors j'aime beaucoup DBUnit, mais pas en utilisant les fichiers XML qui sont masqués. C'est qu'il y a beaucoup d'informations qui sont masquées. Donc du coup, quand on va lire notre code, on va se retrouver avec beaucoup d'informations qui vont être masquées et notre test il devient du coup très compliqué à comprendre. On se demande concrètement d'où vient cette information là. De même, donc là c'est à cause de DBUnit, mais ça peut être aussi en faisant passer des informations qui sont vraiment utiles au test dans des méthodes utilitaires ou dans des classes utilitaires. Tout ça pour moi en fait les informations qui sont utiles au test, on devrait les trouver dans la partie d'initialisation. Comme ça le test quand on le lit, on arrive bien à comprendre pourquoi à la fin on se retrouve avec cet assert ici. Là, fait de cette manière-là, j'ai aucune espèce d'idée de savoir pourquoi à la fin je fais ce check-là. L'autre, donc là, je vous disais de mettre tout ce qui est utile, de bien le rendre visible. À l'inverse, tout ce qui est inutile, il faut essayer le plus possible de le masquer. C'est-à-dire que notre test, il doit être lisible de manière très simple, très naturelle. Et il y a beaucoup d'informations, notamment tout ce qui est technique, essayez au plus possible de le masquer. Donc, un exemple, on va en voir quelques-uns, c'est donc tout ce qui est les setup et les teardown, bien utiliser les at before, at after ou at teardown. Tout ce qui est fixture, c'est-à-dire d'utiliser des méthodes utilitaires qui vont nous faire tout ce qui est la quincaillerie technique. Puis comme ça va permettre aussi d'éviter la duplication. Tout ce qui est donc les méthodes de création, les builders, on va voir. Et puis aussi, ce qui est sympa dans les tests, c'est d'utiliser les static import. C'est donc en Java 5, c'est de masquer donc tout ce qui n'apporte pas de valeur et d'avoir vraiment quelque chose, des tests qui nous parlent. Donc un exemple très simple sur l'utilisation du setup, c'est donc là dans notre test en fait concrètement, je vais tester donc l'appel de cette méthode. J'ai pas besoin d'avoir dans toutes mes tests en fait, mes tests ça va être sur cette classe là. J'ai pas besoin d'avoir dans toutes mes tests cette initialisation. Hein. C'est-à-dire ça c'est quelque chose que je fais de manière assez récurrente. C'est dès que j'arrive sur un test, c'est de masquer du coup cette initialisation dans un add before. Donc là c'est une initialisation assez simple. C'est une initialisation assez simple, mais quand sur notre classe on a une cinquantaine de tests,
ça va très vite, le gain est assez vite, et puis même pour refactorer derrière, c'est potentiellement bien plus simple. Un autre exemple, donc là c'est un test aussi qui, quand on le regarde, est très compliqué en fait. Donc concrètement, quand on cherche un peu, on se rend compte que la méthode qu'on va tester, ça va être celle-là. Et qu'au final, ce qu'on va vraiment vouloir valider, ça va être uniquement les 3 dernières lignes. Donc il y a beaucoup de choses qui servent pas à grand-chose. Donc notamment, on va le revoir, donc tout ce try-catch ici, du logger dans les tests, ça m'a toujours choqué. D'avoir donc toute une initialisation d'un input stream, toute cette partie-là en fait n'a aucune valeur ajoutée par rapport au test. Un exemple de refactor de cette partie-là, ça va pouvoir être, voilà, c'est la même chose. Je ne sais pas si ça vous parle plus. Ça me paraît, du coup, c'est tout ce qui est toute la quincaillerie en fait. Au final, ce que je vais tester, ça va être un input stream. Toute cette quincaillerie-là, je vais le masquer en fait dans une méthode utilitaire qui va au final contenir toute cette partie-là, toute la gestion de l'input stream. Je vais pouvoir le mettre en fait d'une manière, et puis au final, même mon nom de fichier, au final, la seule chose que j'ai besoin, je ne vais pas avoir besoin de tout garder. Je vais vraiment garder uniquement l'information qui est utile pour mon test. Tout le reste, je vais le masquer. Ça va me permettre donc de pouvoir utiliser potentiellement ma méthode de création qui m'a initialisé tous mes objets. Et surtout, quand je vais repasser sur mon test, le jour où mon test plante, ou alors si je veux comprendre concrètement ce que fait cette méthode parse Excel intraday, je vais très rapidement, en fait, dans mon test, je vais être focalisé très rapidement sur voilà, ce que fait ma méthode au final. Ça va être de travailler sur ces éléments-là. Alors que quand on arrive sur cette partie-là, on a beaucoup plus de mal, c'est beaucoup plus dur et beaucoup plus laborieux au final de voir vraiment ce qui est utile de ce qui ne l'est pas. Un autre exemple, donc là je voulais introduire un peu la notion de builder, donc j'ai pris un exemple très simple, mais ce qui est assez sympa, c'est quand on fait des initialisations qui sont assez complexes, là le builder prend vraiment toute son importance et toute sa puissance. Donc là j'ai une initialisation, j'ai mis en gras en fait les données qui au final apportent très peu de valeur dans notre cas de test. C'est au final savoir qu'on travaille sur une HMAP, c'est des données qui sont techniques, savoir au final qu'on utilise du big decimal, savoir que dans la HMAP on va faire des puts. Toute cette partie-là en fait n'apporte pas vraiment de valeur. Ce qui est important dedans, c'est de travailler sur cet objet-là, et ce sont uniquement les données qui sont ici qui ont de la valeur. Donc on peut encore faire mieux, mais une des possibilités en fait en passant par un builder, ça va être du coup le builder va nous permettre de pouvoir donc ça c'est la notion de fluent interface. On va avoir la même chose, mais sans toute la quincaillerie technique qu'on a vue auparavant. Et du coup, on va être beaucoup plus focalisé uniquement sur les données sur lesquelles on va intervenir. Donc là, c'est un exemple simple. L'avantage du builder, c'est qu'on va pouvoir. Donc là, je rajoutais que 2 dates, mais avec mon builder là, je peux rajouter autant de dates que je veux à volonté. Et je peux rajouter d'autres éléments, d'autres contrôles dessus de manière très simple. Donc ça, c'était juste le call du builder. Je fais souvent donc c'est des classes privées que je mets dans mes classes de test. Et donc la petite utilité du builder, c'est de se retourner chaque fois lui-même pour pouvoir chaîner les appels, et à la fin d'avoir juste une méthode qui va au final créer vraiment l'objet qu'on veut retourner. Donc je ne sais pas si ça vous parle, si c'est des choses que vous utilisez. Vous l'utilisez peut-être souvent, c'est le pattern builder qu'on trouve dans le GOF. Donc c'est quelque chose qu'on utilise souvent dans le code, mais pas forcément dans le code de test. Alors que dans le code de test aussi, ça apporte énormément de plus-value, notamment sur tout ce qui est lisibilité. On va pouvoir vraiment tous les traitements complexes. Là, mon builder, en plus, il sert à la fois pour les dates ou les strings. Du coup, ça m'a permis d'éviter tout. J'avais 4 tests qui travaillent sur cet objet pour des dates et 4 autres pour des strings. Si j'ai à refactorer plus tard derrière, si jamais mon élément sur lequel j'interviens change, j'aurais plus qu'à changer mon builder plutôt que d'avoir à changer tout mon code de test en fait. Alors un autre exemple, ça je le vois énormément sur le projet sur lequel j'interviens, c'est de faire des try-catch en fait dans les tests. Je sais pas si c'est quelque chose que vous faites couramment, faire un try-catch et dans le catch, au final, le faire un fail, donc éventuellement avec un message plus pour expliquer ce qui s'est passé. Donc en général, ça sert à rien en fait. Ça sert à rien, voire potentiellement ça va masquer vraiment
la vraie source d'erreur, et ça va être, on va avoir plus de mal à comprendre ce qui s'est passé parce qu'on va masquer l'exception. Donc l'idée qu'il y a derrière, c'est de passer de ça à uniquement au final ça. Donc dans un test, pour moi, ce qui doit être une évidence, c'est de jeter les exceptions. C'est-à-dire que si une exception doit se passer, à moins qu'elle ait vraiment un sens très important, on va vraiment systématiquement, en général, moi je fais systématiquement un throw exception, parce que c'est si jamais du coup dans le cas normal, l'exception ne doit pas se passer. Et si jamais un jour mon exception se lève, je veux vraiment voir pourquoi mon test a pété, et c'est parce que du coup j'ai cette exception qui est intervenue, et dans ce cas-là ça m'apporte rien au final d'enlourdir mon code en mettant tout ça. Donc au final on avait quelque chose de très simple, on se retrouve avec quelque chose de compliqué, alors que ça apporte strictement aucune valeur ajoutée, hein. La même chose pour ça aussi, c'est quelque chose sur lequel j'en vois beaucoup actuellement, c'est des if-else on va tester les cas différents. Donc ça, c'est le pattern guard assert, c'est-à-dire plutôt que de faire ça de manière beaucoup plus lisible, on va pouvoir faire la même chose en fait en mettant un assert au début pour valider qu'on est bien dans la condition dans laquelle on s'attendait, hein. Donc c'est quelque chose de très simple aussi qui va nous permettre à chaque fois. Donc les idées que je vous propose aujourd'hui, c'est des choses simples pour concrètement simplifier vos tests, un ensemble de patterns, un ensemble de méthodes pour rendre vos tests. Ça va pas les révolutionner, mais ça va les rendre beaucoup plus lisibles, ils vont couler beaucoup plus, hein. Quand on voit tout cet agrégat d'avoir des exceptions, d'avoir des if-else, toute cette partie-là, notre test il va venir très verbeux, très lourd. Une fois qu'on aura viré tout ça, on va se retrouver avec des tests qui vont vraiment nous parler, et potentiellement l'idée qu'il y a derrière, hein, c'est de faire potentiellement lire ça à des gens qui sont moins techniques et leur montrer, leur dire bon, voilà, j'ai un problème, voilà ce que j'ai fait, et la personne soit capable de potentiellement lire votre code. Votre code est tellement limpide, tellement simple que les cas de test, ça fait un peu comme une spécification technique de ce que vous êtes en train de faire et qui est lisible par potentiellement presque n'importe qui, hein. Alors une autre chose, c'est donc, je sais pas si vous aimez faire ça, c'est de bien expliquer, hein, ce qui se passe si jamais ça pète. C'est dans les assert true, assert not null, assert equals, de mettre un message assez compact, assez complet pour vraiment expliquer la situation dans laquelle on était au moment où ça a pété. Et donc pour moi ça enlourdit énormément le code de test, c'est-à-dire qu'au final, on a du mal à voir que concrètement, ce qu'on cherchait à tester, c'était vraiment juste que result était égal à expected company. On a tout un ensemble d'informations assez lourd avant, et du coup, ça va pas être colossal, mais ça va nous prendre quelques secondes supplémentaires pour bien voir concrètement l'information qui est utile. Donc, pour éviter de faire ça, donc il y a plusieurs moyens. Le moyen simple, c'est d'implémenter un vrai toString dans notre classe compagnie. Un moyen encore plus simple de faire ça, c'est d'utiliser les bonnes librairies qui vont vous mettre des messages explicites, hein. Donc là, c'est un exemple. Chaque fois que vous verrez assertzat, ici dans mes exemples de test, on va y parler un petit peu, on va revenir un peu plus loin. J'utilise festassert, et festassert a une capacité bien meilleure que JUnit pour vraiment expliquer et avoir des stacks d'erreurs qui vont être beaucoup plus propres. Et du coup, quand on va avoir des messages d'erreur, festassert va de lui-même proposer des toString ou un ensemble de choses, montrer le contenu du list, montrer le contenu d'une map pour vraiment montrer l'élément qui ne correspond pas. Et du coup, on va pas avoir besoin du coup de nous de faire tout ce travail d'expliquer concrètement ce qui s'est mal passé. Et donc ce qui apporte pas grand-chose, c'est juste pour du debug derrière. Alors j'aime bien l'idée qui est dans le livre de Price et Freeman que je montrerai à la fin. Eux, leur idée, c'est dire, on connaît le pattern TDD, c'est red, green, refactor. Donc red, je fais mon test et mon test ne passe pas. Ensuite, je le fais passer au vert, et ensuite je refactor ma classe en mettant mes tests. L'étape qu'ils rajoutent au milieu, c'est en fait entre le red et le green, c'est de voir concrètement le message d'erreur qui est affiché en fait par votre IDE.
et de voir si ce message est suffisamment lisible pour que le jour où ça va péter, en fait, où votre test ne va plus passer, si vous allez être capable de comprendre ce qui se passe. Donc c'est une idée que j'ai pas encore expérimentée, j'ai découvert ça, mais je trouve ça assez intéressant, c'est de se dire le jour où mon test passera pas, comment en fait je vais être notifié et est-ce que je vais bien le voir, est-ce que j'aurai un message qui est suffisamment clair ou pas, et plutôt que de le faire de manière systématique, le faire vraiment que quand il y en a une vraie nécessité et éviter de le faire dans le test. Une autre idée, donc c'est les magic number, magic null. Donc ça, on a pris l'habitude de le faire dans le code. Sonar nous les met en gros grâce à Checkstyle, c'est de dire si on évite de mettre des chiffres directement dans le code, parce que on a du mal concrètement à savoir ce que c'est. Pour les tests, c'est pareil. Et donc un exemple, donc ça c'est le cas de base. Modifier, donc c'est la même chose, sauf que en fait, on a mis des constantes, directement dans notre classe. Et l'idée qu'on voit bien, c'est qu'au final, en fait, ce sont pas les chiffres en eux-mêmes qui sont importants, c'est uniquement d'avoir au final la même constante qui soit ici et ici. Et surtout, ça va expliciter énormément, ce sur quoi on travaille. C'est-à-dire que ici, vous aviez du mal à voir que c'était des affectations qu'on allouait. Ici, c'est très clair qu'on travaille sur des affectations. Et ici, on avait un nul qui était passé. Et du coup, il va falloir, dans notre IDE, aller voir concrètement ce que prend en paramètre cette méthode pour savoir ce que c'est. Alors que là, directement, on va pouvoir voir qu'au final, le nul, c'était un site qu'on a instancié à nul, qu'on a fait passer. Donc, c'est des choses qui sont très minimes, qui demandent pas beaucoup d'efforts, mais qui vont vraiment nous rajouter quelques secondes en moins quand on va intervenir sur nos tests pour vraiment les comprendre. Et même si on n'est pas dans un IDE, qu'on regarde uniquement la trace de résultat de Maven, on va pouvoir directement voir tout ce qui s'est passé de manière assez propre. Alors une autre idée que vous l'avez vu un peu de partout, l'idée c'est de garder la même structure pour tous nos tests. J'utilise ce pattern en général, c'est given when then. Dans tous mes tests, je suis pas le seul à utiliser cette méthode-là. Il y en a d'autres qui préfèrent plutôt arrange act assert, où il y en a d'autres. L'idée c'est de garder toujours une même structure, comme ça quand on arrive sur un test, moi dans tous mes tests, je sais que ma méthode que je veux tester, elle se retrouve ici dans le when. Donc en un clin d'œil, je sais concrètement ce sur quoi j'interviens. Donc tous mes tests, c'est des choses comme ça. C'est des choses comme ça. Je sais que tous mes blocs d'initialisation, ils vont être ici. Ma méthode de test et tous mes contrôles vont se faire après. Donc c'est des choses qui sont assez simples et qui vont vraiment chaque fois vous permettre d'éclaircir votre code de test. Et en plus ça va vous inciter toujours à ne tester qu'une seule chose par test, parce que grâce à ce pattern là, on va avoir du mal à faire du given when then given when, etc. Parce qu'on va être vraiment encadré pour dire dans un test on va tester uniquement un seul comportement, on va pas tester une multitude de comportements différents. Alors, faire de belles assertions, c'est faire attention à comment on va vérifier nos objets. Alors les exemples là, c'est des exemples concrètement. On a fait une revue de code hier sur notre projet, et on en a vu beaucoup. C'est déjà quelque chose de simple, c'est d'utiliser le bon assert, quand on veut vérifier quelque chose. Donc quelque chose de simple, c'est que quand on fait assert false de ça, JUnit concrètement, quand notre test va se retrouver en erreur, il va juste nous dire expected true but was false. Et on n'a aucune information de savoir qu'au final c'est notre objet Toto qui était nul. En plus le assert false le assert false où les différences quand il y a une négation, ça devient plus compliqué de savoir dans quel sens on travaille. Assert true sur une égalité, pareil, là on va avoir le même message d'erreur qui nous apporte rien. Ou à l'inverse, assert equals ici, plutôt que d'utiliser le assert nul, alourdit la syntaxe et du coup on a plus de mal à comprendre, et surtout le message d'erreur quand notre test va se retrouver en échec va être très peu explicite et va nous apporter très peu d'informations. Donc un exemple pour faire mieux, c'est avec fest assert, donc je vous parlais tout à l'heure. On retrouve l'équivalent avec Amcrest aussi. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui utilisent. Est-ce que d'entre vous il y en a qui utilisent Amcrest? Pas grand monde. Et fest assert?
un tout petit peu. Donc l'idée qu'il y a derrière ces librairies-là, c'est d'étendre les asserts de JUnit qui sont très simples, presque un peu trop simples, pour nous proposer des choses qui nous permettent de faire des asserts plus complexes, mais de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus lisible. Donc un exemple, c'est ici je veux vérifier que mon fichier soit vide. Donc en fait, c'est en fonction du type du paramètre qu'on va lui passer. Ici, il va recevoir une file, donc vu qu'ici il reçoit un file, il va nous proposer tout un ensemble de choses qui sont spécifiques à la classe file. Ici, il va recevoir une liste, donc du coup, on va retrouver des choses qui sont spécifiques à la classe liste. Et ici, il va recevoir une string, donc du coup, on va avoir des choses aussi qui sont spécifiques. Donc, il y en a certaines qui sont communes, genre isNull, on va le retrouver sur tous, mais certaines vont vraiment être spécifiques au type qu'on va pouvoir passer. Et donc, l'idée, c'est que si on aurait dû faire ça avec du JUnit, on aurait dû faire assert equals empty files.size et 0. Donc avec toujours le problème, c'est de savoir dans quel sens se trouve le expected et dans quel sens se trouve le result, sachant qu'entre JUnit et TestNG, ils sont inversés. Et pour notre classe de liste, donc on va avoir des choses assez sympas aussi, c'est qu'on retrouve la notion de chaînage des méthodes, ce qui va nous permettre, plutôt que de faire plein d'asserts différents, on va pouvoir chaîner toutes nos vérifications dans un seul. Donc concrètement, là, on veut vérifier notre résultat de liste, et on va pouvoir vérifier sa taille, est-ce qu'il contient l'élément qu'on vraiment souhaitait vérifier, et est-ce que tous les éléments ne sont pas dupliqués. Ou alors voilà quelque chose de simple, c'est on va retrouver la même chose si on fait assert null de notre string. Mais ici, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'en fait, on est très proche du langage parlé. C'est-à-dire que si j'explique ça, je vais dire est-ce que mon string n'est pas nul? C'est exactement de la même manière que je l'écris dans mon test avec FestAssert. Donc c'est vraiment, j'écris mon code tel que je le prononcerai pour l'expliquer à quelqu'un. C'est vraiment non pas avec JUnit où des fois on se retrouve à devoir interchanger, avoir une syntaxe qui uniquement pour coller au mode qu'attend JUnit. Donc ça permet de faire des choses assez sympas. Quelque chose que c'est la semaine dernière, en fait je suis tombé sur ce bout de code là et en fait j'ai eu du mal il m'a fallu un petit moment pour comprendre au final ce que la personne essayait de faire. En plus c'est d'autant plus dur qu'il y a un assert false et du coup dès qu'il y a une négation, on a un peu plus de mal à comprendre ce qui se passe. Donc là il itérait sur toutes les compagnies et il voulait vérifier en fait qu'il y avait aucune des compagnies dont le statut n'était pas annulé. Donc avec FestAssert, la même chose. En l'autant vu qu'il y avait que deux statuts juste annulés ou valides, on va pouvoir lui dire sur ma liste sur ma liste de compagnies, est-ce que la propriété status pour tout c'est bien égal à valide. Donc c'est quelque chose d'assez simple, mais que je trouve beaucoup plus lisible. De lire ça, ça me prend instantanément. De décrypter ce qui se passe ici, ça me prend quelques secondes supplémentaires qui sont assez laborieuses et qui sont assez difficiles pour rien au final. Alors juste pour introduire, donc c'est pas une session sur Spock, mais en fait je vais juste introduire très rapidement l'outil parce que j'aime beaucoup les idées qu'il y a derrière. Donc Spock c'est un framework de test en Groovy. Et la petite spécificité de Spock c'est qu'en fait tout ce qu'on a vu auparavant c'est intégré nativement dans l'outil. Donc typiquement en fait ce qu'il y a de sympa dans Spock, c'est qu'on va retrouver cette syntaxe given when then qui fait partie intégrante de l'API test. Et du coup ce qui est sympa du coup, c'est que dans la partie then, on n'a même pas besoin de mettre d'assert ou quoi que ce soit. On peut directement mettre est-ce que result égal à 2. Ça fait partie intégrante de l'API. L'autre partie donc il y a given when then, il y a d'autres syntaxes, on retrouve aussi on retrouve setup expect where. On peut tout combiner. Et quelque chose de sympathique, c'est qu'on va retrouver aussi notre nom de méthode plutôt que d'avoir à le faire avec JUnit où on va devoir tout chaîner en camel case ou alors en mettant des underscores pour que ce soit un peu plus lisible. On va pouvoir vraiment, en fait, chacun de nos cas de tests va devenir un peu comme une mini spécification parce qu'on va vraiment pouvoir leur donner un nom qui va être vraiment très explicite dans notre def. Donc on va vraiment pouvoir avoir quelque chose qui soit extrêmement explicite. Et l'autre aspect qui est
qui est très sympa, notamment en Spock. C'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à faire avec JUnit. Je sais pas s'il y a certains d'entre vous qui utilisent l'aspect des tests, les tests paramétrisés avec JUnit ou TestNG. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui faites ça? Non, il y a personne d'entre vous qui utilise. Vous le faites pas parce que c'est compliqué, c'est assez laborieux et c'est assez difficile, à même à relire derrière. L'idée c'est que souvent pour une méthode, donc pour calculer ma méthode add, je vais vouloir jouer sur un ensemble de paramètres et vérifier le résultat. Donc ça peut être aussi de faire passer un paramètre à nul et voir quel va être le résultat. Avec JUnit, si on veut dire, je vais faire passer une fois nul, une fois un string, une fois un string, une fois nul, deux fois nul, une fois un string, une fois un string. En fait, ça va être assez laborieux de tester tous ces cas-là. Avec Spock, nativement dans le framework, on va pouvoir faire passer tous nos cas de test sous une forme tabulaire comme ça. Et donc ça se lit, je pense que personne n'a de mal à comprendre ce qui se passe. C'est que quand on va appeler notre méthode ici, on va attendre à ce que le résultat qu'on reçoit soit égal à somme. Donc somme c'est celui-là, notre paramètre A et B c'est cela. Et donc du coup quand je fais passer X et Y, j'attends à avoir XY, I et X j'attends XY. Et quand j'appelle II, XX, j'ai XY, II. Donc c'est quelque chose d'assez sympathique. L'inconvénient c'est que c'est en Groovy. L'avantage c'est que du Groovy en Java ça s'interface très bien. Et puis introduire même sur des projets qui n'utilisent pas de Groovy, introduire du Groovy juste dans la partie test, moi m'a jamais posé problème et en général rarement posé de problème aux personnes avec qui je travaillais parce que du coup le Groovy se retrouve pas embarqué dans notre code de production et ça va être uniquement des choses qui vont nous permettre d'améliorer nos tests. Donc pourquoi pas pour rendre des tests vraiment très simples et très faciles. Donc la deuxième partie, donc là on a vu la partie lisibilité. Dans la partie lisibilité, la partie que j'ai pas du tout couverte, par contre, c'était pas le but de cette session, mais juste pour faire un petit rappel, la partie lisibilité, souvent c'est quand nos tests sont très compliqués, il faut pas oublier un point de vue, c'est que potentiellement c'est un bon révélateur que notre code est très compliqué aussi. Donc je couvre pas du tout cette partie-là de design de code pour avoir des tests qui soient bons. Je parle pas trop de cette partie smell qui est de dire si notre code si on a du mal à tester une méthode, c'est parce que potentiellement c'est qu'elle est trop compliquée. Il y a Misko Avery qui a fait énormément de publications dessus, je vous encourage à aller voir. Là, je me concentre vraiment juste le focus sur la partie test et pas trop sur la partie code. Mais les deux vont de pair. Donc faire des tests plus robustes, si on fait déjà tout ce qu'on a fait auparavant, vous allez vous rendre compte que vos tests ils vont être plus robustes. Donc le premier truc dont on a parlé, c'est on essaye d'abolir la duplication dans le code. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec vous, si vous pensez que faire de la duplication dans le code, c'est se tirer une balle dans le pied. On a tendance à l'accepter sur le code qui part en production et souvent des personnes qui croient fermement à ça le font quand même malgré tout dans le code de test. Je pense que c'est se tirer une seconde balle dans le pied si on le fait dans le cadre de test, c'est-à-dire que, comme on le disait tout à l'heure, quand on va refactorer notre code de production, on va devoir intervenir sur du coup tout notre code de test, ça va être assez compliqué, assez laborieux à maintenir. Donc si on évite de faire de la duplication dans le code de production, je pense qu'il faut essayer de faire la même chose sur notre code de test. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, c'était masquer toutes les données qui sont inutiles dans des méthodes utilitaires. Donc ça va être des fixtures pour nous aider, des builders pour nous aider à créer. Comme ça, si jamais le code change, on n'a qu'à changer la méthode qui va nous permettre de créer nos objets. Ou bien juste à intervenir sur notre builder. Ça peut être aussi de regrouper tout un ensemble d'utilitaires qui vont être communs à plusieurs tests dans des classes helper. Donc après avoir le design, est-ce qu'on hérite de cette classe helper dans nos tests ou est-ce qu'on va avoir des méthodes statiques qu'on va réutiliser dans plusieurs de nos tests? Ça peut être aussi de faire donc le custom assertion, c'est-à-dire si on se retrouve à faire systématiquement les mêmes asserts sur plusieurs méthodes, de regrouper ça dans une méthode spécifique qui va nous permettre de chaque fois rappeler cette méthode plutôt que d'avoir à dupliquer nos 4 blocs d'assert sur 10-15 tests. Alors le deuxième idée c'est c'est toujours dans cette même logique. C'est de tester un comportement à un seul endroit. C'est-à-dire là, j'ai pris un exemple, c'est ma méthode format result to CSV. Donc c'est sur du code que j'ai découvert il n'y a pas longtemps.
Et en fait, on a deux méthodes, on a calculé deux dates et on a obtenir deux volumes. En fait, c'est ce que fait cette méthode, c'est elle a un peu de quincaillerie. Et au final, elle va juste utiliser ces deux méthodes-là. Donc l'idée, c'est que ces deux méthodes, calculer deux dates et obtenir volume, sont testées de manière unitaire. Les deux méthodes-là sont testées de manière unitaire. On a un peu joué sur tous les paramètres pour voir ce que ça donnait, si on fait passer nul, si on fait passer un tableau avec beaucoup de valeurs, si on fait passer un tableau avec un tableau avec zéro valeur, un tableau avec des valeurs qui sont nulles à l'intérieur. Et si on teste ces méthodes de manière unitaire, l'idée c'est qu'on n'a pas besoin, dans notre cas, dans notre méthode ici, de devoir rechecker intégralement tous ces paramètres-là. Donc c'est-à-dire que quand on teste un comportement, on le teste à l'endroit où c'est nécessaire et où c'est utile, et on va pas refaire jouer cet ensemble de paramètres sur la méthode, la classe qui va réutiliser cette méthode. Je sais pas si ça vous paraît, ça paraît évident. Sur ce cas-là, en fait, c'est que, je vais prendre un exemple, c'est qu'on retrouvait à peu près les mêmes jeux de données qui justement avaient été dupliqués, un gros copier-coller entre les deux pour justement faire jouer tous les paramètres entre notre méthode ici et notre méthode plus utilitaire à l'intérieur. Un autre aspect qui est assez délicat, donc pareil, ça c'est la majorité du code que je vous montre là, en fait, c'est du code qui est vivant, sur lequel je travaille justement sur un projet sur lequel j'interviens, donc c'est un bon candidat pour du refactor. Et donc, ce qu'ils aimaient bien faire, c'est en fait, c'est pour tester des méthodes qui sont private. Du coup, on va utiliser la réflexion pour appeler grâce à la réflexion en fait nos méthodes. C'est-à-dire pour pas diminuer la portée de nos méthodes, on va pour pas augmenter la portée de nos méthodes plutôt, on va utiliser la réflexion. Donc là concrètement, ce qu'on voit, c'est qu'au final la méthode qui est appelée, ça va être règle validation HRM 118 sur notre objet en fait portfolio manager BO qui est ici. Donc c'est assez verbeux, c'est assez difficile. Au final, si on refactor et qu'on diminue la portée de notre méthode règle validation HRM 118 en package private, au final notre code de test il devient quand même infiniment plus lisible. On passe de, je pourrais la faire, on passe sous cette méthode-là où on a du mal concrètement à savoir qu'est-ce qui est utile au test de qu'est-ce qui l'est pas, à quelque chose où on est vraiment focalisé sur là concrètement ce qu'on cherche à tester. C'est cette partie-là et c'est tout en fait. Donc là, il y a un débat autour de ça. C'est que Java par défaut a un des problèmes, c'est que on nous a conseillé depuis toujours de diminuer, d'avoir la portée de nos méthodes la plus basse possible. On essaye de faire au maximum du private quand c'est nécessaire. Et par contre, alors je tire ça c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Joshua Bloch. Je sais pas si vous connaissez Joshua Bloch et son livre Effective Java. Ce que dit Joshua Bloch, et sur lequel je suis d'accord, c'est de dire si par contre, dans le cas de test, on a besoin de tester une méthode, c'est dans ce cas-là, c'est ok d'augmenter la visibilité de notre méthode. Et dans ce cas-là, on va supprimer, enlever le mot-clé private. On va utiliser la visibilité par défaut des méthodes. L'inconvénient, donc si on utilise, donc l'inconvénient, c'est que du coup, on va augmenter la visibilité de notre méthode qui va potentiellement être visible à l'extérieur. Donc c'est quand même un risque en mettant default private, c'est quand même assez limité. C'est d'autant plus quand on travaille sur du code qui, donc là c'est typiquement sur l'application, on travaille sur du code qui n'est pas une API et qui est utilisé uniquement en interne. Ça me pose strictement aucun problème dans ce cas-là d'augmenter la visibilité vu qu'au final l'application est le seul client d'elle-même. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont justement ce débat-là d'avoir est-ce que on laisse nos méthodes en private, est-ce que ça pose problème à certains d'augmenter la visibilité un petit peu, un tout petit peu, il y en a qui font un peu la moue. Donc voilà, c'est chaque fois des questions à se poser. Quand on livre une API, en effet, on peut se poser cette question. Quand on fait du code, je vous dis, quand on fait du code qui n'est utilisé que par lui-même et que c'est une application qui n'est pas une API utilisée par un autre programme, pour moi, je trouve ça totalement naturel d'augmenter la visibilité. Et dernier point, donc c'est pareil, c'est quelque chose qui fait souvent débat. J'ai vu pas mal de commentaires dans certains articles de blog autour de cette idée-là. C'est-à-dire que quand on va tester des méthodes que j'appelle de bas niveau, sur lesquelles on va pouvoir vérifier vraiment un état, cette méthode-là, on va pouvoir la tester grâce à des asserts. Vraiment, grâce à des asserts, on va pouvoir vérifier concrètement l'état dans lequel se trouve la méthode à la sortie. Si par contre, on est plutôt dans des méthodes de haut niveau, c'est-à-dire
Typiquement des méthodes qui font plus, j'appelle de la chorégraphie, qui vont appeler tout un ensemble de services et qui vont du coup dispatcher les résultats là où il faut. Dans ces méthodes-là, je pense que c'est pas forcément intéressant de checker vraiment l'état de cette méthode. Ce qui est vraiment important plutôt, c'est de vérifier le comportement. Et dans ce cas-là, on va pas forcément utiliser des asserts, on va plutôt utiliser des mocks et d'utiliser donc dans ce cas-là la notion de verify, vérifier que toutes nos méthodes ont bien été appelées, éventuellement en vérifiant les paramètres qui sont passés. Et la différence entre les deux, c'est que dans ces méthodes-là, donc voilà, ici on va se baser sur l'état. Ici, on va se baser sur le comportement. Éventuellement, si on veut faire un test d'intégration, on va pouvoir tester l'état ici, mais ce qu'on appelle plutôt sur le happy pass, c'est-à-dire sur un chemin qui bosse pas problème, sur un chemin assez facile. Ça va servir aussi de documentation, mais ça sert à rien dans cette méthode-là, comme je l'ai dit, de tester tous les cas possibles d'interaction entre tous les différents là, surtout qu'on va pouvoir avoir une explosion combinatoire en fonction de si celle-là passe, qu'est-ce que ça va donner sur celle-là, si celle-là en fonction du résultat que ça va produire sur celle-là et sur celle-là, etc. Donc pour moi, ça n'a pas forcément d'utilité. C'est plutôt vérifier que cette méthode-là, elle produise le bon comportement plutôt que le bon état en sortie. Donc juste avant vos questions, donc les deux idées que j'ai développées aujourd'hui, c'était vraiment de dire, faites attention à vos tests. Les tests, vraiment, c'est quelque chose d'important. Je ne sais pas si vous êtes convaincus, mais moi, en tout cas, je le suis. Mais je le suis uniquement si c'est bien fait. C'est-à-dire que ça m'arrive d'intervenir sur les projets, de supprimer le code de test parce que pour moi c'est totalement vraiment imbitable et pour moi c'est plus un frein, et c'est plus une contrainte qu'autre chose. Et dans ce cas-là, il vaut mieux repartir à zéro plutôt que de maintenir du code sur lequel c'est beaucoup trop compliqué. Et je sais pas si vous avez lu le livre Clean Code de Robert Martin, mais tous les principes qui sont dedans, notamment d'utiliser des variables qui sont parlantes, d'englober dans des méthodes les comportements plutôt que de mettre des commentaires, toute cette partie-là, ils sont aussi vrais pour le code de production que pour le code de test. Et donc du coup les références sur lesquelles je me suis appuyé, donc je vous disais le site de Misco Avery, le site de Wakaleo j'ai perdu son nom, c'est un Français qui est en Nouvelle-Zélande qui est très intéressant aussi. Ce livre-là qui est un peu une bible, qui a le même taille et le même poids, et qui est quand même assez intéressant, même s'il se lit pas intégralement, mais il y a beaucoup de choses intéressantes, notamment il fait une collection de tous les patterns et tous les smells qui vont nous dire nos tests sont pas bons et comment on peut intervenir dessus, grâce à quoi on va pouvoir intervenir. Donc c'est une collection qui va nous permettre de trouver des idées quand on va justement sentir qu'il y a quelque chose qui va pas. La Bible de Robert Martin, que tout le monde devrait avoir lu. Celui-là qui est sorti il y a pas longtemps, qui est aussi extrêmement intéressant, c'est vraiment du TDD poussé beaucoup plus loin, dire comment on fait bien son TDD. Et celui-là qui est un petit peu plus vieux aussi, mais qui contient un peu les mêmes idées, qui est aussi vraiment pas mal. Voilà. Donc du coup, est-ce que voilà mes questions, je réponds à vos questions, puis aussi du coup savoir si vous êtes pas du tout convaincu, allez-y, on en discute. Bonjour. J'avais une question. Est-ce que c'est correct de jouer des tests unitaires sur les environnements de production? Et si oui, comment on gère, quel est le pattern pour gérer l'insertion de données en base de données qu'on doit nettoyer après, qui peut être du coup un peu sensible? Alors la réponse, ma réponse à ça, c'est que ça dépend. Vu comme ça, je dirais sur le contexte sur lequel je suis actuellement, pour moi ça serait non, hors de question de tester sur la production, c'est beaucoup trop dangereux, et ça me paraît totalement aberrant. Après, ça dépend potentiellement du contexte. Est-ce que le risque est acceptable? C'est chaque fois, c'est-à-dire quand on va introduire des nouvelles choses, dire si on va dupliquer du coup tout notre environnement de production, ça a un coût. Est-ce que ce coût-là, il est suffisant par rapport au risque qu'on va dégager? C'est chaque fois une balance à trouver. Ça dépend vraiment du contexte. Pour moi, je dirais que dans la majorité des cas, quand même, ça me paraît trop délicat et trop dangereux. On maîtrise justement quand on fait des tests, on maîtrise pas essentiellement tout. Il suffit qu'il y ait quelque chose auquel on n'ait pas pensé, une transaction, même si du coup on va pouvoir utiliser des outils comme DBUnit, etc., qui vont nous remettre notre base de données dans l'état dans lequel on l'a trouvé. Pour moi, le risque est souvent trop grand par rapport à ce qu'on veut avoir. Mais ça dépend chaque fois du contexte. Est-ce que s'il y a un incident, est-ce que c'est grave ou pas? Ça dépendra de l'application sur laquelle on intervient. C'est au cas par cas après derrière. Oui, je voulais savoir,
comment vous faites quand vous voulez faire du TDD et que vous devez gérer des mocks? Parce que quand vous allez écrire du test avec des mocks, il faut penser au comportement. Donc c'est un peu contradictoire par rapport au TDD. Parce que quand vous écrivez vos tests, normalement vous ne pensez pas à l'implémentation. Moi j'ai parfois un peu du mal. Qu'est-ce que vous avez fait par rapport à ça? Alors, moi, déjà les mocks, j'en utilise très peu. Donc, je suis pas partisan d'utiliser beaucoup de mocks souvent. Donc, il y a aussi la différence qu'on n'a pas vue entre mock et stub. C'est-à-dire que j'utilise plutôt des stubs. C'est-à-dire qu'en général, je me contente uniquement de bouchonner, d'utiliser. Donc, j'utilise Mockito principalement pour bouchonner mes appels. C'est-à-dire plutôt que d'appeler mes DAO derrière, je veux juste maîtriser ce qui vont être retournés. Et j'utilise les mocks. En fait, donc la partie mock, c'est vraiment de vérifier les appels, vérifier ce qui s'est passé, les comportements, et pour pouvoir aussi potentiellement attraper les paramètres, vérifier tout ça. J'utilise très peu et uniquement ce qu'on a vu, c'est vraiment dans des méthodes de très haut niveau. Et c'est plutôt sur des méthodes donc sur lesquelles je disais, j'ai aucun intérêt à tester les états, vu que tous les états sont testés unitairement. Et dans ce cas-là, l'inconvénient de faire beaucoup de mock, c'est que du coup notre test va être très adhérent à notre implémentation, et on va avoir du coup beaucoup de mal chaque fois à le bouger parce que du coup tous nos mocks dès qu'on va refactorer vont être en échec. Donc l'idée qu'il y a derrière, c'est de très peu utiliser de mock, surtout utiliser des stubs. Et dans ce cas-là, tu auras moins d'adhérence et ça sera plus facile de développer. Ton test va moins contraindre ton implémentation en fait. Je sais pas si ça répond en partie à ta. Oui, oui. Moi j'ai ton retour d'expérience. D'accord. Oui, bonjour Loïc. Tu n'as pas du tout parlé des tests concernant les interfaces et les classes abstraites. En fait, est-ce qu'il y a un certain nombre de types ou d'outils? Qu'est-ce que tu utilises comme outil pour éviter d'avoir à refaire systématiquement les mêmes tests sur les implémentations? Ouais, alors la question c'était comment tester les interfaces et les classes abstraites. Tester les interfaces, quand tu dis les interfaces, c'est interface purement, c'est interface, le mot-clé interface en sens Java. Ça je teste pas du tout parce que justement chacune de mes classes abstraites est testée de manière spécifique. Dans ce cas-là, alors pour les classes implémentées, je veux dire, les classes implémentées sont testées de manière spécifique. Quoi? Alors pour éviter d'avoir du code dupliqué, c'est dans ce cas-là, c'est d'utiliser je pense pour moi tu peux utiliser tout comme tu hérites dans tes classes dans ta classe de production, dans ton test tu peux très bien aussi hériter du code qui va permettre de rejouer la partie commune de chacun de tes tests. Ben non, au final, parce que ça va être tout comme ton code, il va être scalable. Ton code de test, ça va être exactement la même chose. C'est-à-dire que dans ta méthode parent, tu vas mettre ton test qui va être commun à toutes tes implémentations. Et dans chacune de tes tests d'implémentation, tu vas hériter de cette méthode-là. Et du coup, cette méthode va être rejouée dans toutes tes implémentations. Donc, je suis d'accord avec toi de pas dupliquer. Après, je pense que faudra qu'on voit après, mais je pense que tu peux appliquer exactement le même pattern que tu as dans ton code, dans ton test, d'hériter au final ta méthode de test qui va être jouée sur chacune des implémentations de la même manière, grâce à de l'héritage, ou alors en utilisant un helper que tu vas rappeler dans chacune de tes méthodes pour vraiment limiter la duplication. C'était quoi? Ouais, la réflexion, ouais, on évite parce que c'est coûteux en termes de temps et c'est coûteux en termes de maintenance, c'est assez lourd. Bah, si tu veux, allez, on peut faire ça sur un bout de papier, hein, si tu veux aller plus loin, Des questions encore? Pour être pratique, au niveau gestion de tests qui pourraient travailler sur des bases de données, est-ce que tu as mieux à proposer typiquement que DBUnit qui, quand tu as un contexte en base assez complexe à mettre en œuvre,
devient pas vraiment évident à gérer. Surtout à entretenir. Alors je vois bien de quoi tu parles parce que justement sur l'application sur laquelle j'interviens, on a cette même problématique et on est en train d'essayer de l'adresser. C'est l'application sur laquelle on est, c'est une application qui gère des passages d'ordre en bourse et justement pour que les données à instancier sont très lourdes et on se retrouve en fait dans nos tests à avoir des classes DBUnit, donc des fichiers XML qui sont très conséquents et du coup dès que notre modèle bouge ou même sans que le modèle change, même rien que notre code change, c'est extrêmement complexe de comprendre ce qui se passe. Alors je pense qu'il n'y a pas encore de réponse miraculeuse. Les deux seuls projets qu'on utilise bien, c'est DBUnit et Unitils qui sont plus trop maintenus depuis 2009, qui sont malheureusement pas très vivants. Il y a pas de solution miracle, hein. Je pense que déjà la solution c'est de faire ces tests le plus possible là où il y a moyen de le faire au niveau de la couche DAO et pas de tester vraiment, de moquer tous les DAO quand il y en a la possibilité. Donc c'est mon retour d'expérience sur le projet sur lequel je travaille, c'est que du fait qu'ils pensaient que c'était trop compliqué, de base ils ont surutilisé les tests bases de données alors qu'il y a plein de fois où c'est pas nécessaire. Donc en fait on se retrouve dans les couches services à appeler notre base de données alors qu'on pourrait très bien s'en abstenir et travailler uniquement avec des entités qui seraient moquées. Le deuxième source, c'est de faire une petite surcouche, hein, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est de faire une toute petite surcouche en DBUnit pour pouvoir se passer de fichiers XML, parce que les fichiers XML, ce qu'on a vu, c'est que les fichiers XML, ils sont décorrélés de notre code et du coup, on a énormément de mal à voir concrètement quelles sont les données sur lesquelles on joue et surtout ça devient un peu des fourre-tout, ça devient un peu un fourre-tout, c'est-à-dire que sur une classe de test qui va tester 5 comportements différents, on va retrouver l'agrégat en fait de tous ces données tests dans un seul fichier XML. Il n'y a pas de réponse magique encore à ça, j'ai rien de miraculeux à te proposer vu que justement on est en train d'y travailler. Mais je pense que c'est en effet un vrai problème qu'on a en Java, c'est de travailler sur cette partie-là. On n'a pas encore d'outils qui soient suffisamment bien costauds, d'autant plus que les deux projets DBUnit et Unitils, ils sont plus ou moins à l'arrêt depuis 2009. Il n'y a plus trop d'animation dessus, quoi. Ce qui est dommage. Voilà, je sais pas si toi tu as trouvé des meilleures solutions que ça, mais nous, ouais, voilà. On en discutera après éventuellement parce que j'ai quelques trucs justement qu'on est en train d'essayer, mais on a un peu les mêmes problématiques. D'autres questions ? Non ? Ben, merci beaucoup.